l'opportunité de vous parler du coup un peu plus précisément de Claude Guyot en tant que président du comité départemental de libération. Alors le propos introductif a déjà bien expliqué les conditions dans lesquelles ces comités départementaux se mettent en place. Donc vous avez compris que c'est au cœur de la clandestinité que ces comités sont pensés par le Conseil national de la résistance. Donc l'objectif premier est de penser la suite du conflit, c'est-à-dire qu'au cœur même de cette occupation, on pense à la victoire des Alliés et on pense finalement à la reprise en main de la France, tout simplement, par le retour de la vie politique républicaine, repenser aussi évidemment la vie sociale, politique et économique. Alors, justement, moi aussi j'ai mis ma petite image de l'historique et en fait je voulais juste tout de suite commencer par les propos de Claude Guyot, qui écrit « Nous avons estimé qu'il était de notre devoir de faire connaître la foi généreuse qui a inspiré les actes de ce comité. Je dis bien foi généreuse, car ses membres n'avaient rien à gagner et tout à perdre. Le pourcentage de ceux qui sont tombés entre le 12 novembre 1943 et le 11 septembre 1944 est la preuve la plus éclatante que l'entreprise n'était pas sans risque. » Donc, comme je vous le disais, l'objectif de ces comités est donc de seconder le gouvernement provisoire du général de Gaulle à la libération, dans un lien évidemment fort avec le préfet et le commissaire de la République. Donc j'avais remis aussi du coup voilà, un petit topo pour comprendre un petit peu ce maillage administratif du coup aussi qui se crée. Donc on parle vraiment de quelque chose qui est propre à la résistance par l'appui du Conseil national de la résistance qui met en place ces comités, avec des antennes effectivement de plus en plus locales, donc au niveau cantonal et au niveau local, en gros l'équivalent du niveau municipal. Et puis progressivement à la libération, évidemment, le Conseil national de la résistance tend à s'effacer et c'est véritablement sous l'impulsion du préfet et du commissaire de la République que les décisions vont se prendre, puisque finalement, le comité départemental n'aura aucun rôle consultatif dans ce maillage administratif, c'est-à-dire qu'il y aura tout un travail de propositions, de faire valider des choses au niveau préfectoral, mais ce n'est jamais le comité départemental qui sera décisionnaire dans l'exécution des différentes missions qui leur incombent. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que la composition des comités départementaux est vraiment le fruit d'un compromis entre les forces et les mouvements de résistance, donc qu'on a pu évoquer jusqu'alors. Alors tous les mouvements de résistance qui étaient reconnus et affiliés au Conseil national de la résistance. Et puis on a aussi évidemment une représentativité des partis politiques, des personnes qui auront fait preuve d'un important patriotisme, d'une œuvre de résistance. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment un comité qui soit représentatif de tous ces acteurs de la résistance durant le conflit. Donc l'ordonnance du 21 avril 1944, vous l'avez mentionné, c'est vraiment l'acte fondamental qui donne une existence légale au CDL. Donc on sort de la clandestinité, on donne un rôle légal à ces comités. Et donc, ils vont prendre toute leur place dans les enjeux liés à la libération. Donc c'est du coup un phénomène qui est assez peu connu de cette histoire de la résistance, qu'on associe souvent au combat armé, au maquis, à cette image de la résistance un petit peu parfois presque mythique. Et finalement, on a une assez faible visibilité sur ce que ces comités ont réellement fait à cette période de la libération. On pourrait imaginer que le conflit est terminé et que les choses reprennent leur cours. C'est le cas dans l'absolu, mais c'est grâce à ces comités finalement que les choses, en quelque sorte, peuvent reprendre leur cours. Alors du coup, voilà, l'idée là, c'est déjà de finalement comprendre comment ce comité se met en place en Côte d'Or. Et de fait, Claude Guyot nous en parle aussi très rapidement dans son ouvrage. Et évidemment que la présence allemande n'empêche pas le développement de la résistance, vous l'avez compris. Et finalement, plus la résistance va se structurer, et notamment à partir du tournant de 1943, le CNR se met en place, la dynamique autour des comités départementaux aussi, puisque c'est lui qui en porte vraiment l'impulsion, avec des missions
commissions qui vont être mises en place depuis Paris ou même ailleurs pour venir justement mettre en place localement ces différents comités départementaux. Et du coup, au fil donc de cette structuration de la résistance, des prises de contact vont avoir lieu. C'est ce qui va permettre ainsi la constitution de ce comité. Alors justement, Claude Guyot l'écrit, le vendredi 12 novembre 1943, nous étions une douzaine à nous diriger dans Dijon occupés et surveillés étroitement par la Gestapo, soit individuellement, soit par groupe de deux chez un de nos amis, Georges Cohn, professeur d'anglais à la faculté des lettres. La réunion avait été préparée par Jean Bouet, député de la Côte d'Or, que De Gaulle et Giraud avaient nommé quelques mois auparavant commissaire de la République de Bourgogne et de Franche-Comté. Nous devions y rencontrer un délégué du gouvernement d'Alger et constituer un comité départemental de libération. Celui-ci allait être le premier en date de toute la France, ce qui est le cas, puisque c'est le premier qui est totalement constitué et on va dire opérationnel à la fin de l'année 1943. Donc finalement, c'est comme ça que toutes ces prises de contact vont aboutir à la constitution de ce qu'on appelle du coup un noyau clandestin, puisque ce sont vraiment les premières formes des comités qui sont donc totalement dans l'illégalité à l'époque, évidemment. C'est un noyau voilà, qui, comme je vous le disais, a pour but de représenter la diversité des mouvements de résistance et des partis et des tendances politiques qui pouvaient exister. Donc on a une multitude de profils, bien que les partis de gauche, évidemment, sans doute, et notamment le socialisme et quelques représentants du Parti communiste sont présents. Donc évidemment, on a Claude Guyot qui est parmi eux, beaucoup d'autres individus, donc une partie seront malheureusement arrêtés et déportés dans le courant de l'année 1944. Et du coup, autour de ce noyau clandestin, voilà, tournent aussi d'autres personnalités particulièrement importantes. Donc on l'a dit, Jean Bouet, qui est déjà député à ce moment-là, mais qui évidemment s'est mis au vert, pour ainsi dire, suite au conflit. Il est nommé commissaire de la République en octobre 1943 et finalement on se rend compte quand on étudie un petit peu ces mouvements de résistance et la manière dont le comité a pu se mettre en place et les contacts s'établir, on se rend compte que les communistes et les socialistes ont œuvré de concert quand même pour mener à bien ce projet. Même si finalement la concurrence s'avère assez rude et que Guyot ne manque pas de le souligner dans son ouvrage, il évoque assez clairement une forme d'animosité vis-à-vis du communisme. Il écrit par exemple « Nous sommes quelques-uns avertis par l'expérience politique à ne pas vouloir remettre cette charge au Parti communiste, pas plus qu'à son succès d'année le Front National. Nous savons bien que si nous proposions l'un des deux, il accepterait d'emblée, mais nous flairons l'aventure. » Alors, évidemment, vous l'avez compris, quand on parle de la charge qu'il évoque ici, c'est la charge de président du comité, qui finalement donc, lui revient lors de cette toute première assemblée constitutive. Et du coup, autour de ce noyau, on retrouve des personnages et des individus tels que Francis-Louis Clauzon, qui lui est envoyé par le Conseil national de la résistance. Justement, il a fait plusieurs missions en France, mais là, du coup, il intervient entre 1943 et 1944 dans l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté pour aider à la mise en place des comités départementaux. On retrouve aussi Jean Méret, chargé de liaison pour ce qu'on appelle le nettoyage, le noyautage des administrations publiques. Donc c'est après, dès la libération, de mettre en place les différentes procédures qui permettent de faire arrêter ou de destituer les personnes qui travaillaient pour le régime de Vichy. Il y a le commandant Berger aussi, donc chef départemental de l'armée secrète, qui, comme je vous disais, est arrêté et déporté en mai 1944. Et Claude Guyot, finalement, après avoir évoqué cette première réunion, explique les précautions qui doivent être prises à la suite donc, de cette mise en place du comité. Enfin, nous décidons de prendre tous des noms d'emprunt. C'est ainsi que je deviens Le Chat, que Reclore se transforme en Morvan, Petit en Legrand, Cône en Lardon, Méré en Montigny, Cune en Le Noir, etc. Donc évidemment, l'objectif est de se maintenir dans une totale discrétion. Le but finalement des comités quand ils se mettent en place, c'est de ne pas se faire prendre. Alors on va se dire, c'est comme tous
résistants, mais c'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas dans une démarche d'un combat armé, ils sont dans une démarche où on prépare l'avenir, on projette ce qui va advenir une fois que les territoires seront libérés. Donc, ils ont un rôle particulièrement important et il est nécessaire qu'ils soient le plus discrets possible. Et finalement, la plupart d'entre eux finissent par quitter Dijon. En tout cas, c'est le cas pour Claude Guyot, qui finit par partir dans le Morvan, puis dans le canton de Montbard, etc. Donc, il vadrouille pas mal, en fait, finalement, sur la fin de l'année 44. Et puis, évidemment, la libération intervient le 11 septembre, et ça officialise finalement l'apparition du CDL au grand jour, qui peut enfin embrasser, on va dire, son rôle notamment légal et intervenir pleinement dans la suite des événements. Et donc finalement, tous parviennent tant bien que mal à se retrouver à Dijon, donc à l'exception de Jean Bouet qui est à ce moment-là victime d'un grave accident, et du coup, il se retrouve à la préfecture. Et donc, à partir de là aussi, lors des premières séances où se réunit le comité départemental, on élargit la composition du comité, c'est-à-dire que là, on n'est plus uniquement dans un noyau qu'on dit clandestin, c'est que là, on élargit la composition à d'autres personnalités qui représentaient d'autres secteurs. Par exemple, il y a un représentant des cheminots, on pouvait avoir des représentants du clergé, etc. On pense à Félix Kir aussi. Et puis, finalement, ça permet de répondre aussi aux demandes du Conseil national de la résistance, de rester dans cette idée d'avoir une représentation aussi large que possible de tous les acteurs de la résistance. Donc on a aussi des personnalités qui ont marqué les esprits par leur patriotisme, etc. Donc évidemment, les missions de ces comités sont multiples, on l'a évoqué aussi, donc elles touchent évidemment au ravitaillement, au retour des prisonniers, des déportés politiques, et l'organisation des élections municipales qui sont prévues au printemps 1945. C'est vraiment le symbole du retour à la vie démocratique. Et puis, c'est aussi le moment qui marque techniquement la fin de l'existence des comités départementaux. L'objectif était très clair dès leur création. Vous existez, mais vous n'existerez que jusqu'à l'établissement des nouvelles municipalités, auquel cas, après ce moment-là, les comités doivent s'effacer de la vie publique. Et une des missions aussi qui est la plus emblématique, on va dire, dans celles qui ont été attribuées au comité, c'est évidemment cette question de l'épuration. Et par exemple, Claude Guyot nous dit « Quoi d'étonnant que des comptes fussent demandés aux apôtres de la collaboration, aux délateurs, aux traîtres de toutes espèces. Le mot vengeance, qui n'est sans aucun doute pas d'une grande noblesse, était sur toutes les lèvres et dans tous les cœurs. Nous avions tous des frères, des fils, des parents, des amis, dont le souvenir dictait notre conduite. » Alors sur le département de la Côte d'Or, on a entre 400 et 500 personnes qui sont arrêtées par les forces françaises de l'intérieur dans les jours qui suivent la libération, même avant. Et la plupart sont rassemblés à la maison d'arrêt de Dijon, dans des conditions assez difficiles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces arrestations, finalement, se font hors de tout cadre légal. Comme je vous dis, ce sont les forces françaises qui ont initié ces arrestations. Il n'y a aucun cadre juridique particulier qui autorisait ces arrestations. Donc là, on est dans l'extrajudiciaire. Et finalement, l'objectif du comité, c'est un peu de stopper cette hémorragie, de stopper cet élan d'arrestation qui, du coup, a un petit peu dépassé tout le monde, et d'intégrer finalement tout ça à un processus judiciaire légal. C'est vraiment le fer de lance aussi du comité, c'est que tous les processus se mettent en place d'une manière légale, contrôlée par le préfet, validée par l'État. Rien ne doit se faire dans la violence, rien ne doit se faire de manière illégale. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que le CDL fait procéder aussi, lui, à des arrestations qui avaient été préparées en amont de la libération, donc dans la collaboration justement avec les comités cantonaux qui étaient déjà en place. Cette fois, il y a des arrestations aussi qui sont faites sur accord du préfet avec les forces de police et qui touchent notamment les miliciens, les partis antinationaux, etc. Donc c'était vraiment des figures de la collaboration qui étaient connues et reconnues et qui ont été volontairement ciblées pour ces arrestations et qui représentaient à peu près 400 personnes.
Et de ce fait-là, la communication avec la population est essentielle, parce qu'il faut expliquer la démarche, il faut répondre aux attentes de la population. Et du coup, évidemment, Claude Guyot et le comité portent vraiment cette dynamique par la publication d'avis à la population, de nombreux articles dans la presse jusqu'en 1946. Dans les archives du CDL, on voit que Guyot tient une correspondance quand même active avec tous les acteurs locaux, avec tous les comités locaux aussi. Et du coup, la presse, comme je vous disais, devient aussi un relais à la fois pour informer et puis dans la recherche des collaborateurs. Et d'ailleurs, le 18 septembre 1944, le CDL de Côte d'Or publie dans le Bien public ce petit encart expliquant « Le comité départemental de la Côte d'Or informe à la population du département qu'un bureau des plaintes est ouvert à chaque chef-lieu de canton pour Dijon à l'hôtel de ville. Toute personne peut y doit y déposer une plainte motivée et signée au sujet de tout fait de trahison, collaboration avec l'ennemi ou marché noir qui serait à sa connaissance. Ces plaintes seront immédiatement transmises au comité départemental de libération qui ouvrira une enquête et proposera aux autorités administratives et judiciaires compétentes les mesures nécessaires. » Donc ce travail d'épuration est nécessaire, mais on n'est pas sous vichy, on n'est pas dans l'arbitraire et on n'est pas dans la violence. On veut que les choses soient cadrées, soient faites sérieusement. Donc si vraiment quelqu'un a une information à transmettre, on fait quand même selon certaines règles. Et du coup, ça informe aussi sur une forme de judiciarisation de l'épuration, c'est-à-dire que c'est bon, cette fois on a un cadre légal, concret qui se met en place. Et par exemple, dans la séance du comité du 15 septembre 1944, Guyot explique que les FFI ne procèdent plus aux arrestations et seules les personnes arrêtées sur ordre du préfet peuvent être placées en détention. Donc ça y est, on sort du côté extrajudiciaire, on sort, on va dire, d'une forme d'illégalité pour revenir vers vraiment un système judiciaire qui fonctionne. Et c'est d'ailleurs ce que tu disais ce matin, que finalement le système judiciaire fonctionne, même si il va s'allonger et que ça va générer du mécontentement. Donc le 23 septembre, dans un autre PV de séance, justement, Guyot explique qu'il est nécessaire de traiter du coup les dossiers des personnes déjà incarcérées, donc notamment celles qui ont donc été arrêtées par les FFI. Il faut procéder à l'étude individuelle de chaque situation, c'est-à-dire que pour chaque personne, on va constituer un dossier, on va le transmettre à toute personne concernée pour le traitement ou non. Et du coup, finalement, il en résulte qu'une grande partie de ces personnes ont été arrêtées sans véritable raison. Alors c'est souvent le résultat d'une vengeance personnelle ou d'une fausse dénonciation. Et par exemple, il y a le cas de 312 femmes qui ont été incarcérées et 210 ont été libérées. Donc finalement, on se rend compte qu'il n'y avait pas lieu finalement d'en arrêter autant. Et on comprend donc, comme je vous disais, qu'une procédure nette se met en place, un dossier individuel est établi, transmis au préfet, etc., etc. Donc ça y est, la marche judiciaire est en route. Et le préfet de Côte d'Or, dans son rapport du 2 octobre 1944, évoque quand même à la fin du mois de septembre 851 arrestations, ce qui est quand même considérable. Et malgré tout ça, donc on voit que le travail du comité se fait et qu'au fil du temps, assez rapidement, on a quand même la libération de 536 personnes sur ces 800 et quelques personnes arrêtées. Le préfet précise aussi que 315 personnes restent en prison et devraient, elles, être déférées devant la justice. Donc ça nous amène aussi à mesurer un petit peu cette question de l'épuration. Donc finalement, on a très grande envergure d'arrestation dans les premiers jours, on redescend quand même très vite dans les statistiques, et le nombre de personnes qui sont véritablement condamnées, etc., va aller en diminuant. Et puis surtout, on se rend compte aussi que les délais d'instruction des dossiers vont s'allonger, parce qu'à partir du moment où on rentre dans un processus judiciaire plus spécifique, forcément, ça va mettre plus de temps. Et puis ce qui est intéressant aussi, quand on, pas relativiser, mais comme je vous dis, on se rend compte que finalement, est-ce qu'on est vraiment dans une épuration aussi sévère qu'on l'aurait souhaité, ou en tout cas peut-être le comité l'espérait, c'est peut-être à relativiser quand on voit aussi dans les archives du comité que 2000 dossiers de personnes soupçonnées de collaboration sont classés sans suite. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a eu aucune poursuite pour ces 2000 personnes, ce qui est quand même énorme. Et puis, évidemment, il y a aussi des choses qui dérapent, et il y a, malgré toutes les meilleures volontés du monde, certaines situations qui dépassent le comité. C'est le cas notamment avec
avec l'affaire Marsac, qu'on a évoquée aussi ce matin au collège. Alors, Guyot le dit, l'affaire éclata le 15 février 1945. Elle ne pouvait pas ne pas éclater. La fin tragique du traître Marsac était fatale depuis la veille, depuis le jugement de la Cour de justice renvoyant Sindrié le procès. Alors, très rapidement, peut-être que vous connaissez un petit peu de nom cette affaire. Alors, Jacques Marsac, en fait, il a vraiment une carrière fulgurante dans la collaboration, on va dire ça comme ça. Donc entre 1941 et 1944, il est commissaire de police et il va devenir finalement chef de la brigade régionale des renseignements généraux en janvier 1944 à seulement 28 ans. Donc quand je vous dis que c'est une carrière fulgurante, sa réputation le précède et il est connu pour avoir activement participé à la répression des mouvements de résistance dans la région, ce qui lui vaut évidemment d'être arrêté et interné à la Libération. Mais finalement, le dossier traîne en longueur, ce qui évidemment agace profondément le CDL, qui déplore encore cela en janvier 1945, donc quelques mois après la Libération. L'affaire n'est pas encore jugée, et finalement, le procès est ajourné le 15 février, et donc, tu l'avais bien expliqué ce matin, la foule se rassemble, le CDL tente de calmer le jeu en se disant bon, on va essayer de canaliser un petit peu tout ça, on organise un rassemblement avec aussi les communistes, etc. La foule est présente. L'idée c'était quand même aussi de faire pression pour qu'il y ait une réponse de la justice dans cette affaire, puisque Marsac a quand même provoqué la déportation de nombreux résistants. Et finalement, en fait, tout ça dépasse le comité et l'ensemble des personnes présentes, puisque finalement Marsac est intercepté en prison. Alors on ne sait pas exactement par qui, du coup, mais des individus ont réussi à le lyncher, littéralement, à mort, à le sortir de la prison, donc il est battu à mort et traîné dans plusieurs endroits de la ville, voilà, jusqu'à être exposé devant l'hôtel de ville. Voilà. Donc c'est un cas particulièrement violent quand même, dans cette période de libération, et ça constitue vraiment un moment qui cristallise toutes les tensions, les espoirs déçus autour de l'épuration. Finalement, on se rend compte que voilà, ça commence à traîner en longueur, que la réponse judiciaire n'est pas forcément là. Et on le ressent aussi parmi les membres du comité, puisque déjà en décembre 1944, Claude Guyot adresse au CNR un premier bilan de l'activité du CDL, et déjà à ce moment-là, il évoque le retard important dans la publication par le gouvernement de directives concrètes. En fait, ils se sentent dans le flou aussi, eux à leur niveau, pour gérer cette question de l'épuration. Et du coup, finalement, ils déplorent cette question des délais dans le traitement des dossiers qui est de plus en plus long. Il déplore aussi le fait que progressivement, on se rend compte que l'État reprend en main cette question aussi de l'épuration, c'est-à-dire que finalement, le CDL perd la main sur certaines prérogatives, et il le dit, primitivement, le CDL aurait dû connaître de tous les cas de collaboration de trahison dans toutes les administrations. Bien vite, les circulaires nous retirèrent tout droit de regard. Il ne fut laissé que les dossiers du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le personnel des préfectures, des mairies et des services conseillers. Donc finalement, ils perdent la main, littéralement, sur cette question de l'épuration. Ça n'enlève pas l'importance accordée aux autres missions donc à la charge du CDL. Alors justement, on balaye un petit peu toutes ces missions-là du comité, j'avance un petit peu vite sur ces points, mais du coup, finalement, cette perte un petit peu progressive de certaines de leurs prérogatives me permet aussi moi de faire la transition justement sur les autres grandes missions qu'ils ont à leur charge, notamment cette question du ravitaillement. On le sait, donc la France, à la Libération, sort quand même de 4 années de conflit, mais bon, évidemment les difficultés ne s'arrêtent pas. Manque de vivres, augmentation des prix, marché noir toujours présent, transport difficile voire inexistant. Donc évidemment, le CDL doit lui aussi répondre, ou en tout cas essayer de soulager la souffrance des populations qui finalement ne s'arrête pas. Et il le dit lui-même. Aussi, un de nos premiers soucis fut-il de tenter d'assurer au maximum le ravitaillement de la population côte-d'Orienne. La première question que je posais le 11 septembre aux différents chefs de service venus dans le cabinet du préfet était où en est le ravitaillement? Avez-vous des moyens de l'assurer?
Donc à la première réunion plénière du CDL, pour bien marquer toute l'importance que nous attachions à l'économie, nous décidons de nommer deux commissions, l'une du ravitaillement et des prix, l'autre de la reprise économique. Et en fait, du coup, le comité va se mobiliser, évidemment, donc toujours aussi dans une collaboration très étroite avec le préfet, avec tous les acteurs des administrations concernées. Et du coup, c'est donc l'image d'un document d'archives que je vous ai mis là aussi, c'est aussi un procès verbal en fait d'une réunion qui tenait à peu près toutes les semaines entre différents acteurs liés à l'agriculture, enfin tout ce qui avait trait finalement au ravitaillement, et qui du coup, toutes ces réunions tentent de prendre des décisions et d'améliorer les choses, notamment par exemple sur la condition du transport, sur l'acheminement des denrées alimentaires, sur aussi maintenir autant que possible les rations destinées aux individus. Le rationnement est toujours présent, donc il y a toujours énormément de difficultés à arriver, tout simplement. Et du coup, l'idée, c'est aussi d'apaiser le climat civique, entre guillemets, autrement dit, que personne ne se sente lésé face aux répartitions, à la distribution des produits de première nécessité. Puis en fait, juste, on ne veut pas de révolte, on veut pas. L'important, c'est de calmer les gens et que les gens aient à manger, tout simplement. Le préfet lui-même le dit aussi à plusieurs reprises, puisqu'il suit cette question aussi de très près, dans un rapport le 31 mars 1945, donc pareil, on est à quelques mois après la libération, il explique que les critiques sont de plus en plus vives en ce qui concerne le ravitaillement, problème des rations insuffisantes, les producteurs sont en rébellion parce qu'il y a toujours un système de taxes, il y a toujours des impositions. Et puis évidemment, il y a toujours cette tentation du marché noir, et c'est d'ailleurs un fléau encore après la libération. Cette question du marché noir est aussi omniprésente dans le travail du comité. Et puis il faut avoir à l'esprit aussi que les choses s'amplifient parce que les élections approchent. Là, comme je vous dis, dans ce rapport-là, on est en mars 1945, les élections ont lieu en avril. Et du coup, forcément, si on est face à une population mécontente, ça va forcément aussi jouer sur le résultat dans les urnes. Et l'idée, à la base aussi, c'est que l'idée de la résistance et les valeurs de la résistance infusent dans la population. C'était ce que voulait aussi le Conseil national de la résistance en mettant en place ces comités, c'était que finalement les gens se retrouvent dans les valeurs de la résistance et que peut-être, finalement, les résistants auraient une carte à jouer avec l'approche de ces élections et que du coup ça permettrait aussi aux grands figures résistants de s'intégrer plus facilement à la vie politique locale. Et du coup ça fait aussi ma transition avec cette question du coup de l'intégration des résistants dans la vie politique et de l'avenir finalement du CDL et de fait de Claude Guillot, parce que comme je vous disais, normalement ces élections scellent un peu le destin des comités, puisqu'ils sont censés arrêter leur activité à ce moment-là. Et du coup, les élections municipales du printemps 45 marquent un tournant important dans l'histoire du comité. Et c'est vraiment l'aboutissement de leur travail pour le rétablissement de la vie démocratique et républicaine. Néanmoins, pour effectuer ce travail et préparer au mieux les élections, il est là aussi nécessaire de procéder à l'épuration des municipalités. Puisque, évidemment, certains maires, certains adjoints, conseillers, etc., ont pu collaborer pleinement aussi avec les Allemands. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on met un peu tout à plat. Et que toutes les collectivités, toutes les municipalités vont être passées au crime. Et donc, en fait, là aussi, il y a une véritable procédure qui se met en place. Les commissions des municipalités sont mises en place aussi à la libération et qui doivent, du coup, et là aussi, les comités cantonaux, notamment, prennent un rôle central parce qu'ils sont plus proches des populations, ils sont au contact des municipalités, des collectivités. C'est eux aussi qui vont être un vrai relais dans la transmission d'informations au comité départemental pour signaler si tel maire, si tel conseiller, etc., tel adjoint avait ou non collaboré durant le conflit. Et du coup, toutes ces municipalités sont passées au crible et avec 2 ou 3 possibilités. Soit en fait on maintient le conseil tel quel parce que finalement les membres de la municipalité se sont révélés être plutôt favorables à la résistance, éventuellement aidés, etc. Et du coup pas de nécessité à changer quoi que ce soit en termes de composition. Soit on va modifier partiellement
le conseil municipal, c'est-à-dire que les personnes qui se seront vraiment révélées comme collaborateurs ou collaboratrices vont être du coup évacuées des conseils. Ou alors, selon les situations, on a une dissolution totale du conseil, c'est-à-dire que là, on va plutôt partir sur la nomination d'une délégation municipale qui, en général, est exclusivement composée du coup de résistants et qui vont prendre en charge la vie municipale le temps qu'arrivent les nouvelles élections. Et donc, par exemple, en novembre 1944, on sait que déjà 650 communes sur les 737 qui composent le département à ce moment-là ont été examinées. Donc, ce qui est quand même, c'est un travail énorme, puisque, comme je vous dis, chaque commune a été vérifiée. Et en gros, à peu près toutes les communes sont vérifiées au début de l'année 1945. Donc, ils arrivent à tenir quand même des délais très courts pour finalement arriver à gérer ce gros dossier. Et du coup, c'est le cas aussi, par exemple, à Arnay-le-Duc. Il y a un arrêté préfectoral qui est signé le 6 octobre 1944 et qui institue donc un nouveau conseil municipal où Claude Guyot retrouve sa place de maire, évidemment, après en avoir été écarté en 1942. Et en fait, on voit qu'une majorité de conseillers élus dans l'AGA une majorité est maintenue, et en fait, il n'y a que seulement 5 conseillers du coup, qui sont nommés. Et donc, en fait, ces nominations se faisaient systématiquement sur proposition des comités, c'est-à-dire que c'est les comités cantonaux ou locaux qui proposaient des individus parce que résistants, parce que fervents patriotes, ils avaient fait leurs preuves, et on proposait au CDL qui les bombardiers. Le CDL proposait au préfet, et le préfet validait en général, il se fiait quand même à l'avis des comités et suivait en général l'avis des comités. Il y a un clin d'œil pour le préfet, Marcel Hélier, du coup, qui est voilà, en œuvre à l'époque, à ce moment-là. Et en fait, du coup, voilà, ça a été une période assez complexe dans ce renouveau municipal. Et malgré ça, il semblerait que finalement les élections n'apportent pas la réponse attendue finalement par les qui voient plutôt ça comme un échec. Le préfet le dit d'ailleurs aussi en novembre 1944, il explique que l'engagement des résistants, leur maladresse éventuelle, la vengeance possible entraînera sans doute des conséquences sur les élections municipales et leurs ambitions politiques. Ils sentent déjà que ça va être quand même quelque chose d'assez compliqué. Et c'est effectivement une chose qui se confirme à l'échelle nationale d'abord. Ces élections sont globalement un échec pour les comités de libération, avec une forte poussée des partis de gauche, en particulier du Parti communiste. Et en fait, il y a eu assez peu de listes d'union de résistants qui ont fait une réelle percée dans les scrutins. Et finalement, on est assez vite reparti sur un fonctionnement d'une politique traditionnelle entre les différents partis politiques. Et finalement, il n'y a pas vraiment eu de liste qui soit issue des forces de la résistance, qui représente pleinement l'institution résistance. On n'est plus sur des listes où certains résistants ont pu se greffer et finalement cette image de la résistance devient un appoint plus qu'une ambition politique en tant que telle. Et finalement, la Côte d'Or n'échappe pas à cette règle non plus. Il y a beaucoup de difficultés sur les listes, la conduite à tenir, sur les listes à constituer. Georges Cohn, par exemple, qui est membre du comité, le signale dans une séance le 9 mars 1945. Il fait part de ses inquiétudes. Il évoque une grande confusion dans l'organisation, les nombres de listes. Et il dit « Deux mots ressortent au sujet de ces élections, la consternation et la résignation ». Donc là, il semble quand même que les choses leur échappent totalement. Et finalement, la plupart des partis politiques qui s'étaient rapprochés de la résistance reprennent leur indépendance et leur lutte un petit peu d'autrefois. Donc à Dijon, notamment, on a une liste du Parti communiste qui reprend des éléments du Front National, de l'Union des femmes françaises, etc. Donc on retrouve finalement tous les grands partis, SFIO, le Parti radical socialiste, etc., qui constituent leur propre liste. Et on a l'exemple du chanoine-Kir, qui se présente seul avec une liste comprenant des éléments divers. On n'est pas sur des listes proprement résistantes, c'est important de signaler. Et donc, par exemple, le chanoine-Kir est élu à Dijon, et puis en fait, du coup, on se rend compte qu'il s'est assez vite affranchi, par exemple, des liens avec
les communistes, les gaullistes, et puis du coup, il prend déjà assez rapidement ses distances avec la résistance. Et de ce fait, les choses s'atténuent, et puis c'est à partir de ce moment-là aussi que le travail du CDL ralentit. Il y a de moins en moins de réunions. Et du coup, c'est ce qui montre aussi que chacun repart vers sa vie d'avant, entre guillemets, donc entre ceux qui n'étaient pas forcément issus de la vie politique, qui repartent à leurs activités de base, ou ceux qui l'étaient déjà, comme le Biot, qui retrouve sa place de maire malgré tout à Arnéduc. On a aussi Marcel Roclor qui retrouve sa place de maire à Saulieu, Robert Kuhn qui était élu à Vito, etc. Donc, il y a quand même des personnalités politiques qui prennent une place plus importante après cette période CDL, mais ils sont finalement assez peu nombreux sur l'ensemble des membres des comités. Ils sont quand même plutôt une minorité. Alors il n'y a aucun document officiel présent dans les archives qui nous explique comment s'arrête le travail du CDL. On comprend juste que les réunions s'espacent, qu'il y en a de moins en moins. La dernière en date présente dans le fond du CDL, qui est conservé aux archives départementales, date du 25 octobre 1945. Et c'est dans ce PV de séance que Codevillot justement évoque sa volonté d'espacer les réunions et que effectivement ils ont finalement plus ou moins intégré le fait que le travail du comité touche à sa fin, qu'ils n'ont plus vraiment, ils sont plus assez armés quelque part pour continuer à tenter de garder une forme de pouvoir politique, l'épuration, on leur fait comprendre que c'était plus eux qui allaient jouer le rôle central, etc. Les élections ont eu lieu et finalement les choses là vont vraiment reprendre leur cours. Et donc, comme je vous dis, l'activité devient quasiment nulle, même dans la presse, où le CDL publiait régulièrement des communiqués. Finalement, il n'y a quasiment plus de traces de leur passage, en tout cas dans la presse, après les élections pour l'Assemblée constituante en octobre 1945. Et du coup, on peut penser aussi finalement que c'est le Conseil national de la résistance lui-même qui enterre l'avenir des comités départementaux, puisque le 11 février 1946, il adresse un courrier à l'ensemble des comités de France pour évoquer sa volonté de préparer un projet de statut unique en tenant compte des dispositions de la loi 1901 sur les organisations pouvant être reconnues d'utilité publique. Donc, autrement dit, il propose au CDL de devenir des associations. Voilà. Donc en Côte d'Or, a priori c'est pas le cas, parce qu'en tout cas moi j'en ai trace nulle part, mais par exemple c'est le cas en Saône-et-Loire, où le comité départemental devient une association d'anciens combattants, et qui va aider les FFI à monter des dossiers pour avoir des reconnaissances de statut, etc. Et du coup, Claude Biot, comme je vous disais, reprend ses fonctions de maire en 1945, donc, ainsi que celle de député aux côtés de son frère d'armes, finalement, Jean Bouet. Et la vie du CDL s'éloigne, mais son action de résistant ne s'efface pas pour autant, puisque son parcours est récompensé, notamment par la médaille de la résistance. Alors, son dossier individuel est présent au service historique de la Défense, à Vincennes, et ce dossier, évidemment, ne tarit pas d'éloge à son sujet, donc il est présenté comme quelqu'un qui fait son travail avec une foi inébranlable, un modèle de civisme et de patriotisme. Donc voilà, finalement tout ça a quand même porté ses fruits. Un avis favorable est donné en janvier 1947 et donc cet avis pour l'obtention de la médaille de la résistance est publié par décret le 31 mars 1947 avec ensuite une publication au journal officiel en juillet 1947. Donc là, finalement, c'est un peu l'aboutissement aussi de sa vie de résistant à travers cette récompense. Et je voulais juste finir finalement mon propos par ces mots à lui, qui résument bien finalement cette foi qu'il avait aussi dans tout ce qu'il a fait et dans tout son parcours. Il dit « L'époque était grandiose, comme l'était la tâche à accomplir. Nous sortions à quelques-uns seulement du danger et nous étions encore tout enivrés de la fièvre du combat clandestin. Pendant de longs mois, nous n'avions dormi que d'une oreille, et à défaut de la sonnerie du laitier, nous avions parfois cru entendre le bruit des bottes des soldats, de la Gestapo et de la milice.
Le hasard, un hasard extraordinaire, seul nous avait permis d'échapper à leurs recherches. La guerre, car c'en était une, nous avait formé des âmes de lutteurs. Les radios de Londres et d'Alger avaient fait le reste. Je vous remercie. Maintenant, nous allons laisser la parole à Thierry Hall, professeur agrégé d'histoire contemporaine CGC de la l'Université de Bourgogne, qui va traiter le sujet suivant: un conflit, Claude Guyot et Voisenet, commissaire du gouvernement auprès de la Cour de justice. Je vais essayer de centrer je vais vous faire une présentation sur donc, un conflit autour de l'épuration entre Claude Guyot et Pierre Voisenet. Je vais commencer par une citation. Donc, j'ai eu beaucoup de citations de Claude Guyot à travers son ouvrage. Je ne vous présente pas la couverture, il est bien entendu maintenant. Donc, ce n'est pas la peine d'y revenir, je le pose donc, je vous lis là, parce que ça me paraît extrêmement intéressant. Que dire du commissaire du gouvernement Voisenet? Ce jeune substitut avait, sur la proposition du Premier président et du procureur général, été nommé par le commissaire de la République. Les candidats n'étaient, il faut le reconnaître à la décharge des deux hauts magistrats, restés pas nombreux. L'épuration avait fait le grand vide. Nous pensions qu'il aurait à cœur d'accomplir sans défaillance son devoir. Il se chargea vite de nous détromper. La dernière phrase est symptomatique. C'est-à-dire qu'ici, on voit en fait le président, celui qui est président du CNL, je ne reviens pas sur tout ce qu'a dit Harmonie, ce qu'ont présenté Vincent, en fait, qui est en prise avec un magistrat. C'est-à-dire là, c'est vraiment avec un magistrat, dans un contexte qui l'explique dans les phrases précédentes, il y a un vide qui s'est créé. Il y a un vide qui s'est créé dans les rangs de la magistrature par l'épuration. Donc ce que je vais examiner, c'est vraiment ce rapport de Claude Guyot à la magistrature à travers ce conflit avec Pierre Voisenet, donc ce commissaire du gouvernement, près la Cour de justice. Je reviendrai après sur ce titre exactement, ce que ça veut dire. On retrouve ici le coup du portrait de Claude Guyot. Vincent l'a évoqué et Harmonie en a cité quelques extraits. Je ne résiste pas au plaisir de vous en montrer une citation, une logique du portrait, sur laquelle je reviendrai dans mon propos sur la magistrature. Ne demandons pas à cet homme du caractère, de l'honnêteté politique, de la solidité dans les convictions. Foin de tout cela, ce ne sont que vieilles lunes en période de paix. Il aurait été un transfuge de plus à ajouter à tant d'hommes politiques. Ici, c'est un portrait de Roger Duchesne, celui qui fut maire de Beaune, qui a été démissionné de son poste de maire de Beaune et qui est réélu en mai 1945. Au moment où il écrit ici Claude Guyot, Roger Duchesne a été ministre de la 4e République, ministre important, maire de Beaune permanent, une grande figure de la vie politique française au sein des indépendants, du groupe des indépendants, auquel appartient par exemple, on a vu le nom de Marcel Roclor tout à l'heure. Marcel Roclor qui est également un ministre indépendant pendant la paix. Donc, ce bout du portrait, on va le retrouver, je le retrouverai plus tard, mais ce qui va ici m'intéresser plus particulièrement, c'est cette affaire Voisenet. Alors, très rapidement, ici, je suis mis la une de la Bourgogne républicaine. Je vais me lever juste pour vous montrer. Tout part d'ici du procès de Louis Gobin, ancien maire de Genlis, est acquitté par la Cour de justice. Nous sommes à la date, donc, en juillet 1945. Si je vous donne ces détails, c'est pour bien que vous compreniez, qu'on voit cette contextualisation. Juillet 1945, en gros, nous sommes à un moment où l'épuration est en train de, non pas de patiner, mais est en train, au fur et à mesure, de décroître, on va dire, pour prendre un terme simple. Nous sommes à un moment où la guerre est terminée en Europe, il ne faut jamais l'oublier non plus. Il ne faut jamais oublier cette fin de la guerre, qui fait que toutes les circonstances exceptionnelles acceptées jusqu'à la fin de la guerre vont être suspendues. Vont être suspendues par le gouvernement, au fur et à mesure. Je pense à l'internement, par exemple, de suspects, et qui n'a plus lieu d'être. Alors, ici, Louis Gobin, Henri Gobin, le nom varie, on va retrouver ce nom d'Henri Gobin dans le Métron par exemple, est arrêté par les FFI dès août 1944. Août 1944, c'est-à-dire qu'il est arrêté au moment où l'occupation n'est pas terminée. Ce qui vous montre d'ailleurs, quand on dit libération, les temps très différenciés suivant les espaces où on est, en côte d'or de cette libération. Il est arrêté, alors pourquoi est-ce qu'il est arrêté? Parce qu'il est accusé
globalement d'avoir dénoncé, sympathisé avec les Allemands, et d'avoir été, si vous voulez, la forme du collaborateur accompli dans l'exercice de sa mairie. Il y a une accusation comme cela que reprend le CDL. Il faut savoir que le comité départemental de libération reprend cette accusation à son compte, littéralement. Donc, reprend cette accusation à son compte et fait de Gobain un suspect, vraiment le prototype du suspect. Sauf qu'il est acquitté au moment du procès. Pourquoi est-ce qu'il est acquitté au moment du procès? Parce que c'est là où intervient l'affaire. Le commissaire du gouvernement, donc Pierre Voisenet, démontre qu'aucune accusation ne tient coup. En fait, il démontre au fur et à mesure de son réquisitoire que l'accusation ne tient pas. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il demande le classement. Le classement du jugement. Il faut savoir que, Harmony l'a évoqué un peu tout à l'heure, classer une affaire, c'est quelque chose qui intervient régulièrement dans les affaires de justice au moment de la libération et au moment de l'épuration. Donner un chiffre, au niveau national, 60% des affaires n'arrivent pas devant les instances judiciaires. On classe avant. Mais on classe aussi pendant. Donc, ainsi, sur les informations à Dijon, jusqu'au 30 avril 1945, 157 affaires ont été traitées, 39 classées, ce qui fait 25% du volume global. Donc le fait qu'on classe l'affaire, ce n'est pas exceptionnel, si vous voulez. C'est pas exceptionnel. Donc, le CDL, finalement, il se trouve démenti. Littéralement démenti. Quand je dis le CDL, c'est toute la question, est-ce que c'est Claude Guyot, est-ce que c'est le CDL? C'est Claude Guyot qui représente le CDL. Alors, le conflit, il ne va pas démarrer là-dessus, finalement. Il va démarrer sur des phrases qui sont ici, qui ont été prononcées par Pierre Voisenet, qui ont été rapportées. Celui-ci, donc c'est Pierre Voisenet, alors celui-ci aurait déclaré que la comparution de Gobain s'était faite à la demande d'un de ses comités, comme il indique dans tous les départements, et qui ont pour mission d'examiner les dossiers qui sont soumis à la justice. Je n'ai pas varié, dans le même argumentaire, je n'ai pas varié dans mon avis, et je demande à quiconque pure et simple, si cette décision est accueillie par les protestations, je m'en moque. Et si le ministre de la Justice vient me révoquer, je n'aurai plus exercé un tel métier dont la tâche devient de plus en plus difficile. Qu'est-ce que dit ici Pierre Voisenet? Regardez l'appellation, c'est comité. Très méprisant pour le CDL, très méprisant. Donc quand vous êtes du CDL, vous entendez ça, il va de soi que vous prenez extrêmement mal. Mais il faut recontextualiser, je renvoie à ce que dit Harmony, on est à un moment où les CDL ont perdu le pouvoir, réellement. Ils sont en perte de pouvoir, en perte de vitesse. Donc et là, il y a quelque chose qui va être très important pour Claude Guyot, c'est la remise en cause de la légitimité du CDL par ce commissaire du gouvernement. Autrement dit, par le représentant de la magistrature de la Cour d'appel de Dijon. Ce qui donc est extrêmement important, saisissant pour Claude Guyot. Un autre procès un peu. Il lui est reproché, un autre procès juste en même temps, dans la même période, il lui est reproché d'avoir dit « la résistance mène à tout, même au crime ». Donc deuxième reproche dans un courrier que Claude Guyot adresse au ministre de la Justice, c'est « il aurait dit ça ». Alors, on verra que lui va argumenter sur tout ça, va argumenter, évidemment. Troisième reproche qui est fait dans un même courrier de Claude Guyot, donc au ministère de la Justice, il aurait en fait mal reçu un déporté, Gabriel Lejar, déporté communiste, et il aurait en gros expulsé, en fait, de son bureau, fait ramener par la police en dehors du tribunal. Donc ces trois reproches-là, ces trois éléments-là, sont les éléments déclencheurs du conflit entre le CDL et Claude Guyot. Donc ça, Pierre Voisenet et Claude Guyot, excusez-moi. Oui. La fatigue. Donc, alors, tout de suite, j'ai dit qu'il avait envoyé au ministère de la Justice. Donc on voit bien qu'ici, ce qui se joue aussi, c'est la manière, les relations entre les institutions de la résistance et le ministère de la Justice. Et donc une volonté de Claude Guyot, vraiment d'appuyer en fait sa demande et qu'elle soit reconnue au niveau du ministère de la Justice. Cette demande, il va même la transférer en fait au CNR, Conseil national de la résistance, pour qu'il appuie sa demande auprès du ministère de la Justice. Quelle est sa demande? Il dit en gros, le CDL ne veut plus avoir de relation avec le commissaire du gouvernement
près des cours de justice. Ce qui veut dire quoi? Le commissaire du gouvernement près des cours de justice, c'est lui, en fait, en gros, c'est le procureur dans les affaires d'épuration. C'est le procureur avec plus de pouvoir qu'un procureur actuel, c'est lui le procureur. Donc si le CDL rompt avec ça, il y a une rupture interne, en fait, à l'intérieur du processus de l'épuration. Voilà ce que ça veut dire. Il ne veut plus avoir de rapport avec lui et il demande sa mutation. Il demande sa mutation. Bon, on retrouve là hein, l'exigence véritable de Claude Guyot sur ces affaires-là. Un petit portrait vite de Pierre Voisenet. Qui est Pierre Voisenet? C'est un doctorien. Il est né en 1911, donc il est jeune. Il est né avec ce tir. Il est caractéristique de ces jeunes magistrats promus à la Libération. Souvenez-vous de la phrase tout à l'heure, on cherchait des gens. On cherchait des gens. Bah parce qu'une partie des magistrats qui étaient en haut de la cour d'appel, en fait, alors ils ne sont pas démissionnés, ils sont suspendus. Globalement, ils sont suspendus. Ben, il faut des gens pour les remplacer, donc on promeut toute une série de jeunes magistrats à Dijon comme dans toute la France. Donc lui, il fait partie de ces jeunes magistrats. Autrement dit, et il va devenir commissaire du gouvernement près la Cour de justice. Dès la formation de la Cour de justice de Dijon, qui est spécifique aux accusations de l'épuration. Autrement dit, c'est une juridiction exceptionnelle qui va vivre simplement un an et demi à peu près. Je n'ai plus la date en tête. À Dijon, elle se forme le 6 novembre 1944. Elle ouvre le 6 novembre 1944. Donc c'est lui qui va tout de suite être au cœur de cette machine. Autrement dit, c'est également un spécialiste de l'épuration. C'est pas n'importe qui est là. C'est-à-dire que vous avez un conflit entre un président de CDL, avec toute la légitimité qu'a Claude Guyot, de la résistance, même dans un contexte d'affaiblissement de cette résistance dans l'opinion publique, et en fait, vous avez un professionnel en fait, de l'épuration, un magistrat reconnu. Donc, quelle va être la défense de Voisenet? Parce qu'il va se défendre, son bravo, évidemment. Alors, la défense, elle va s'articuler sur plusieurs éléments. Le premier élément, il va récapituler tout le procès Gobain et remettre en place tous les éléments d'accusation. C'est-à-dire, il va démentir point par point l'argumentation. Alors, sa défense, excusez-moi, j'ai oublié un point, elle reste interne à la magistrature. Elle reste interne à la magistrature, elle est adressée au président de la Cour d'appel qui va répercuter au ministère de la Justice. Donc c'est interne à la magistrature, ça ne va pas transparaître en fait dans l'opinion publique. Ce document-là, vous le retrouvez dans l'inspection des services judiciaires aux archives nationales. On ne retrouve que là. Vous ne le retrouvez pas, par exemple, des archives départementales de la Côte d'Or, où le dossier est carrément à charge contre Pierre Voisenet, il faut le dire, tel quel dans les archives du CDF. Alors, donc ça c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est en gros que finalement le CDL est un organisme sectaire et incompétent. Est un organisme sectaire et incompétent qui ne comprend rien à la procédure de justice. Autrement dit, il utilise sa qualité de professionnel. Sa qualité de professionnel de la justice pour dire au CDL, pour dire, dans le cadre de la magistrature, j'insiste bien, en fait, ces gens-là sont des amateurs qui ne comprennent rien à ce qu'on dit et qui ne comprennent rien à ce qu'on fait. Et que de toute manière, nous sommes, et c'est le dernier point le plus important, il faut que l'indépendance de la justice soit établie, soit, quand il dit ça, soit rétablie. Soit rétablie. Alors, il y a une phrase qui est très frappante à un moment donné, il explique, excusez-moi, je dis, il explique très rapidement qu'en gros, l'indépendance de la justice a été de tout temps, ce qui est un peu quand même étonnant, un an après Vichy. Une phrase qui m'a frappé ici. Alors, cette défense de Voisenet, elle est reprise par le procureur général, en fait, qui l'adresse. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que c'est 30 août 45, là, tout le conflit dont je vous parle, c'est juillet, août 45. 30 août 45, le procureur général écrit ceci. En bref, monsieur le commissaire du gouvernement Voisenet a été, depuis son entrée en fonction, harcelé par les interventions continuelles du CDL. Il a fait preuve à son égard de la plus grande patience, mais celle-ci, même chez les plus pondérés, limite, comme on reprochait à monsieur Voisenet, des termes peut-être un peu délégués, mais n'ayant à coup sûr aucun caractère outrage. Donc, autrement dit, les autorités judiciaires, donc là, c'est le procureur,
mais également le président de la Cour d'appel le soutiennent. Alors que Voisenet demandait lui-même d'être démissionné du poste de commissaire du gouvernement auprès de la Cour de justice, il va le demeurer, puisque c'est lui qui va assurer la tâche de commissaire du gouvernement lors du grand procès contre les services de renseignement allemands en 1946. On le retrouve à ce moment-là. Donc autrement dit, la protestation de Claude Guyot et du CDL, j'aimerais dire, elle tombe à l'eau. Quelque part, elle n'a pas d'écho autre, en fait, que finalement un aspect interne au CNR, très peu d'écho dans l'opinion publique également. L'opinion publique ne s'en saisit pas. Ne s'en saisit pas réellement. Et ce qu'on va essayer de comprendre, hein, c'est de voir un petit peu les rapports, comment on en est arrivé là, finalement. Comment on en est arrivé là, et les rapports de Claude Guyot et de la magistrature. Donc, Claude Guyot, les magistrats et l'épuration. On va retrouver un peu des portraits de Claude Guyot. La première chose, c'est que Claude Guyot, on va dire, a pour le moins une vision très... j'essaie de trouver un terme un peu très poli. Une vision très méfiante envers la magistrature. Héritée sans doute de l'occupation. Peut-être, et ça ressort aussi de son passé, de son militantisme socialiste, qui sont assez défiants par rapport à l'institution judiciaire dans l'entre-deux-guerres. Assez défiants, avec des limites, c'est le rapport à la République parfois, mais bon, ça m'est. Et donc il va charger les magistrats. Et on va retrouver le portrait ici. Et là, je vous mets le portrait du procureur Sabatier, qui, pendant l'occupation, a joué un grand rôle. Sabatier, ex-procureur général, est l'exemple type de la reviste forcenée auquel n'aurait pu aucune palinodie. Avant-guerre, il épouse fidèlement les opinions du gouvernement, il pourchasse les communistes lorsque c'est de bon ton, et en 1936, il lève le poing dans le Front populaire, quitte à reprendre plus tard les luttes contre les partis gauches. Successivement, il colle à Poincaré, aussi bien qu'à Briand, à Blum qu'à Paris. Pendant l'occupation, il s'est révélé odieux et antinational, foncièrement antinational. Il va même plus loin dans l'indignité, il fréquente avec assiduité le tribunal de guerre allemand, multiplie les courbettes à l'ennemi, qu'il étonne par sa complaisance et sa servilité. Les Vosges de lui, il manque dans notre main. Pardon? Ah oui, il prête serment à Pétard, mais il y en a qu'un qui n'a pas prêté serment à Pétard. La magistrature, c'était assez fréquent, y compris les magistrats résistants, hein, après. Donc, le serment à Pétard n'est pas juge forcément de la résistance des magistrats. Donc, très clairement, ici, alors Sabatier, c'est quand il met l'ex-procureur, hein, autrement dit, Sabatier, lui, il est arrêté, libéré très rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les magistrats, et ça tu l'as dit tout à l'heure, ne sont pas jugés à Dijon. Ils ne sont pas jugés à Dijon, ils sont jugés par le comité central d'épuration de la magistrature qui se tient à Paris. Donc en fait, toutes les protestations que peut faire le CDL, toutes les remarques, elles remontent en fait à Paris. C'est dans les dossiers à charge, mais ça ne se joue pas à Dijon. Donc on comprend, c'est que ça ne se joue pas à Dijon. Donc ici, Sabatier, c'est vraiment le personnage typique des magistrats que déteste Claude Guyot. Il met en avant sa lâcheté morale. Ce qui est fondamental pour Guyot, je ne sais pas si vous avez le texte précédent, le mot vertu qui revient. Le mot vertu qui revient souvent. Eh bien, très clairement, pour lui, Sabatier, c'est le prototype du magistrat amoral. D'autant plus que c'est lui qui était enfin, c'est pas lui qui était le procureur, mais il a été présent lors du procès des résistants au moment de l'affaire Werner, en février 1945, donc 15 résistants qui sont jugés par un tribunal allemand à la salle des États, au palais des Ducs, merci. Pardon 15 février 1944, les résistants sont condamnés à mort et sont présents dans la salle des magistrats français. Ils sont présents dans la salle, manifestement convoqués par le préfet régional et par le préfet local. Donc, ce n'est pas eux qui font le jugement, mais ils sont présents. Rien que cette présence pour les résistants, c'est le signe de l'infamie. C'est le signe de l'infamie pour eux, très clairement. Et Sabatier, c'est celui qui va être marqué, il va être très symbolique. Il va personnifier finalement cette duplicité des magistrats, cette complicité des magistrats avec les Allemands. Alors, pour savoir sur Sabatier, hein, il va être suspendu de ses fonctions, il va être suspendu. Il va refaire une carrière dans le privé sans problème après la guerre. Et d'ailleurs, vous avez au moment en fait,
du procès Bobin, vous avez des articles dans la presse communiste où disent que c'est un scandale, ils se promènent dans Paris, libres, etc., etc. Et il faut comprendre sur le fonctionnement en fait, des procès à ce moment-là. Donc, les magistrats qui ont collaboré avec les autorités de Vichy et les autorités allemandes, précisons quel type de collaboration, ceux-là, pour Guillaume, sont évidemment des gens auxquels on ne peut pas faire confiance et qu'il faut virer. C'est le terme. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Donc, aussi, cette charge contre les magistrats, et c'est plus étonnant, va se retrouver contre les magistrats qui vont être en charge de l'épuration. Ici, le portrait du premier président de la Cour d'appel, celui qui va être jusqu'en juillet 1945 en charge de la Cour d'appel, donc le personnage le plus haut de la magistrature dijonnaise. Cet honnête homme ne pouvait ni voulait trahir les devoirs de l'amitié. Il était trop lié avec l'homme que nous avions évoqué, le premier président de l'Euro, effectivement qui a été évoqué, et d'autre part, il ne voulait aucun prix paraît avoir cherché par la moindre intrigue cette promotion. Il tenait trop à l'estime de ses pairs et du baron. Le portrait qui nous fait là de Le Niet, c'est quoi? C'est aussi un élément qui va revenir dans la manière dont Claude Guyot apprend la magistrature, c'est l'esprit de corps. Il va contester sans cesse cet esprit de corps et il va sans cesse intervenir pour, non pas faire qu'il cesse, mais qu'il soit pris en considération sans cesse dans les décisions. Alors, Le Niet va accepter le poste quand même 2 jours après. Il accepte le poste 2 jours après, sous pression de Merlet. Vous avez aussi, alors, il y a un seul personnage dans les magistrats chargés d'épuration qui échappe, en fait, à, je vais dire, la plume acerbe de Guyot, c'est le bâtonnier Guerrier qui va être procureur et qui est reconnu comme un honnête homme. Sinon, le procureur général, donc celui qui va être en charge vraiment de procureur général d'achat, lui, il est présenté comme quelqu'un qui ne comprend rien à la situation révolutionnaire dans laquelle nous sommes. Donc quelqu'un de l'ancien temps qui prend du temps dans les procédures. Donc quelqu'un qui ralentit en fait ce qui doit être fait. Qui ralentit ce qui doit être fait. Ce qui, entre parenthèses, confirme que Claude Guyot n'est pas forcément au fait des procédures juridiques, mais lui, même s'il est au courant de procédures, qu'on est dans une situation exceptionnelle. Toujours. Et c'est dans le cadre de cette situation exceptionnelle qu'il faut que ça accélère et qu'il conteste ces magistrats. Donc une fois qu'on a fait les portraits de ces magistrats, personne n'y échappe en fait. Personne n'y échappe. On va revenir un peu sur effectivement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement le CDL va être acteur et spectateur, et Claude Guyot, acteur et spectateur de cette épuration par la magistrature. Premier temps, CDL acteur. Alors là, vous avez ça m'a beaucoup amusé. C'est une phrase qu'on va retrouver dans les archives nationales. Monsieur Billot, alors c'est écrit comme ça, par un inspecteur du service judiciaire, qui semble un peu envahissant et qui va vouloir imposer ses ordres. On voit bien que le personnage de Guyot, Claude Guyot en tant que tel, intervient dans les affaires. Il intervient dès le départ. Il faut savoir qu'il y a 3 listes qui sont publiées dans les journaux en septembre 1944, 3 listes de personnes arrêtées. Dans les 2 premières listes, il y a 8 magistrats qui sont cités sur 25. 8 magistrats sur 25 noms, c'est énorme. Autrement dit, c'est Claude Guyot qui explique lui-même qu'il a fait des listes. Donc il y a déjà une action très claire pour dire à un moment donné, voyons, on fait quelque chose. Cette intervention, ces acteurs, en fait, ce qu'on voit, et là il faut prendre en considération une dimension de l'action de l'autre, c'est que c'est un idéaliste. Donc même s'il fait pression, s'il intervient, il explique dans son livre, et on peut globalement lui donner quitus là-dessus, il explique que il tient à l'indépendance de la justice. Tenir l'indépendance de la justice n'empêche pas, malgré tout, de faire pression sur elle. Et donc il est sans cesse entre les deux. Il est sans cesse entre les deux dans cette période, en fait, fin 44. Un élément important, c'est ce que tu expliquais aussi tout à l'heure, c'est la question des lampistes. Alors, une expression qu'on retrouve à l'époque, très fréquente, et le reproche que fait Claude Guyot à la justice, c'est vraiment de juger que des lampistes. Autrement dit, on laisse de côté les gens principaux. On laisse de côté les principaux coupables. Vous avez comme ça, plusieurs fois dans la presse, ça revient, on a accusé la femme de lampiste, surtout dans la presse. On a condamné la femme de lampiste, encore des lampistes. Autrement dit, le reproche, c'est la lenteur. C'est la lenteur de la justice. Ce
ce qui est reproché par Claude Guyot et tout le CDF, là pour le coup, littéralement, c'est que la justice est beaucoup trop lente, en fait, à accomplir son devoir. Et c'est ce qu'il va faire, et c'est le moment, en fait, décembre 44, janvier 45, c'est le moment où le CDF va devenir spectateur. Va devenir spectateur, c'est à partir du moment où il constate cette lenteur de la justice, et il va peser tout son poids là-dessus. Ici, vous avez un extrait d'une lettre que Claude Guyot, qui date de janvier 45, excusez-moi, c'est comme la date. Le CDF se refuse à admettre une telle carence de la justice, pas plus qu'il n'accepte les prétextes fournis par les juges d'instruction. Il veut et réclame une justice totale, sans précipitation, mais sans lenteur excessive. Vous voyez le balancement, sans précipitation, donc oui, on va respecter les procédures, mais il ne faut pas exagérer non plus. Il faut quand même que ça accélère. Nous n'en sommes pas à un moment qui permet tant d'atermoiement. Si un tel état de choses devait persister, il est certain que la justice populaire se ferait d'elle-même. Nous avons pu jusqu'ici endiguer la marée, mais le moment est venu. Nous nous serions obligés de convenir, si le peuple faisait justice lui-même, qu'il n'a fait que remédier rigoureusement aux défaillances de l'organisme qualifié, et nous saurions le blâmer. Nous sommes en janvier 45, juste avant la fameuse affaire Marsac de février 45. Alors ce constat que la justice est lente est partagé par l'opinion publique. Il faut voir que là, il a encore le soutien de l'opinion publique sur ce constat-là. Le commissaire de la République rapporte un propos qu'il a entendu qui dit, et là je cite, et certains vont jusqu'à déclarer que si l'on ne sortait pas du maquis de la procédure, on arriverait à employer la procédure du maquis. Décembre 44. On est dans ce contexte-là où c'est la lenteur de la justice qui est mise en cause. Mais quand on met en cause la lenteur de la justice, c'est qu'on est devenu simplement spectateur. On est devenu simplement spectateur. Alors, on va lancer tout de suite un petit peu sur son côté spectateur, c'est que l'inspection judiciaire va faire en sorte que vous ayez des réunions communes entre le CDR et les représentants des magistrats, janvier, février 45. Donc tous les contacts ne sont pas rompus. Tous les contacts ne sont pas rompus, mais les magistrats, à partir de février, se plaignent qu'ils sont sans cesse convoqués, qu'ils n'arrivent pas à faire leur travail correctement, parce qu'ils sont convoqués par le CDR. Et oui, ils se plaignent donc systématiquement. Enfin, vous avez une plainte comme ça très claire, répercutée par le commissaire de la République en février 45. Alors, la lenteur de la procédure, pour dire un mot rapidement, elle est réelle. Hein, elle est réelle. Alors, la faute est d'abord imputée à la police. Bah, il faut mettre des enquêtes. Bah, les enquêtes, il faut les mener. Et quand, je vous rappelle, les conditions, quand on mène une enquête à Armel-Duc et que l'enquêteur vient de Dijon, c'est un peu long. C'est un peu long. Donc, on va déléguer à la gendarmerie. On va déléguer à la gendarmerie, mais la gendarmerie, elle a aussi d'autres choses à faire. Donc, en même temps, vous avez un cumul de ça. Il y a un juge d'instruction sur Dijon, en janvier 45. Donc, on va nommer d'autres juges, aussi au fur et à mesure. Donc, on va arriver à 6 juges d'instruction à un moment donné. Donc, comprenez bien que tout ce contexte-là, quand il dit que c'est lent, c'est vrai. En même temps, vous avez des procédures qui font que ça devient lent. Ça devient lent. Donc, c'est ce contexte-là qui explique en fait que le conflit va naître entre Pierre Voisenet et Claude Guyot, sur lequel qui est vraiment extrêmement qu'on va contextualiser. Il me reste une minute, parfait. Donc en conclusion, je pense que cette affaire est à la fois anecdotique quelque part dans le processus de l'épuration, mais symptomatique de deux manières de considérer la répuration. Du côté de Claude Guyot, je pense qu'il faut mettre en avant l'aspect moral. L'aspect moral et également l'aspect de la nation. Très clairement, c'est un patriote. Pour lui, ceux qui ne font pas, même pas une épuration, sont des traîtres à la nation. Entre guillemets. C'est-à-dire, n'accomplissent pas le devoir national. Le devoir national qui a été mené par la résistance pendant la guerre. Et donc là, il va rentrer en contradiction au fur et à mesure. Au début, ce n'est pas des contradictions, si vous voulez, ça cohabite. Mais ça va rentrer au fur et à mesure en contradiction avec la volonté du gouvernement de rétablir une république très rapidement, de dire que ce n'est pas la vraie France qui était à Vichy, ce n'est pas la vraie France qui a collaboré. Et donc il faut rétablir la République, et en rétablissant la République, on rétablira l'intégralité de la nation. Rétablir la République, c'est rétablir l'indépendance de la justice. Donc les magistrats se saisissent de ça également pour, et c'est Pierre Voisenet qui le montre le mieux, qui le dit, mais soutenu par, je vous rappelle, soutenu par
le président, soutenu par le contrôleur. Et il n'est pas muté tout de suite. Mais lui, il bâtit en fait une renaissance de la République sur l'indépendance de la justice. Et donc là, vous avez, c'est toute la complexité de la situation. Parce qu'en même temps, Claude Guyot, il est également pour le rétablissement de la République. Mais ce rétablissement de la République est indissociable chez lui des vertus morales que doivent déployer les gens qui sont au pouvoir, quel qu'il soit, pouvoir judiciaire, exécutif, législatif. Et pour que la nation soit rétablie dans tous ses droits. Voilà. En 16h01, je pense que là on est vraiment parfait au niveau du timing. C'est rare, c'est pour ça que ça mérite quand même d'être relevé. Je vous rappelle qu'à l'issue de ces tables rondes, nous nous retrouvons au cimetière d'Arménie pour un temps d'hommage à Claude Guyot et à ses compagnons de résistance.